Quand on parle de l'histoire du Maghreb, on l'imagine en lien avec ses personnages musulmans, son architecture orientale et ses racines islamiques. Tout le monde connaît la Koutoubia de Marrakech, tout le monde imagine des mosquées ou des beaux jardins, mais ce qu'on sait moins, c'est que l'arrivée de l'islam dans ces régions ne s'est pas faite sans résistance. Avant l'arrivée des cavaliers arabes, en effet, les pays qu'on appelle Tunisie, Algérie et Maroc étaient sous le contrôle des Byzantins. Depuis leur centre de pouvoir à Carthage, les Romains d'Orient dirigeaient les provinces de l'Ifriqiya, de Numidie et de Maurétanie habitées par les Berbères. Quand les musulmans s'apprêtent à envahir la région, ils vont devoir les affronter sur le champ de bataille. Chers abonnés, après nos 3 vidéos sur les débuts de l'expansion arabe, enchaînons avec la conquête de l'Afrique à la fin du 7e siècle. Dans l'épisode précédent, nous nous étions arrêtés après la deuxième fitna, une guerre civile qui a déchiré le califat, mais la trêve obtenue par le calife n'a pas permis de réconcilier politiquement les musulmans. En plus, la fitna était l'occasion pour les Byzantins de repartir à l'offensive et il nous restait à raconter ce qui s'est passé à Chypre, en Syrie et en Arménie. Et si la guerre reprend contre les Romains, alors Damas pourra-t-elle supplanter Constantinople dans sa lutte acharnée pour la suprématie ? Pour vos lectures d'été, sur la plage ou à la campagne, pourquoi ne pas vous évader avec l'histoire de France grâce à notre partenaire les éditions Phoenix ? Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous les connaissez sûrement, c'est une maison d'édition française qui sélectionne des œuvres anciennes pour les rééditer dans un format royal. Histoire de France selon Bainville, Louis XIV selon Voltaire, Jeanne d'Arc selon Henri Vallon. Retrouvez aussi leurs nouveautés avec Philippe Auguste, racontées par Achille Lucher. De quoi agrémenter vos vacances tout en replongeant dans l'histoire. En plus, tous les livres sont imprimés en France et 50% des bénéfices seront reversés à des projets qui défendent le patrimoine. Par exemple, l'année dernière, les éditions Phoenix ont aidé à la restauration d'une tapisserie ancienne. Alors bonne vidéo avec notre partenaire, cliquez sur le lien juste en dessous et profitez du code BATAILLE pour 5% de réduction sur tout le catalogue. En 692, le califat des Omeyyades sort d'une guerre civile de plus de 10 ans, dont les causes sont assez nombreuses. D'une part, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, la famille dirigeante essaie d'instaurer une dynastie à la tête de l'État. Elle cherche à conserver le titre de calife parmi ses membres, ce qui provoque des séditions dans les clans arabes. D'autre part, les Omeyyades sont en lutte avec les partisans d'Ali, un calife assassiné en 661 qui aurait été nommé successeur par le prophète. En plus, un troisième groupe appelé Ralijites se manifeste et ces derniers ne reconnaissent ni les uns ni les autres comme autorité légitime. Bref, l'empire des musulmans a beau être immense, nous voyons bien qu'il renferme des fractures politiques qui vont l'affaiblir au fil du temps. Or, ce déclin va profiter à l'Empire byzantin qui, de son côté, va repasser à l'offensive pour la première fois depuis les années 630. Pour bien saisir les enjeux du conflit, il faut remonter quelque temps dans le passé. Comme nous l'avions vu dans l'épisode 2, l'expansion des musulmans s'était arrêtée en Tripolitaine, à la frontière actuelle de la Tunisie, sur la rivière Oxus et sur la rivière Dasht, les frontières actuelles de l'Ouzbékistan et du Pakistan. En 664, souhaitant terminer la conquête des anciennes provinces de Perse, les Omeyyades font avancer leurs troupes jusqu'aux cités d'Alawar, aujourd'hui Lahore au Pakistan, de Banna et de Kaboul. Tous les territoires jusqu'à l'Indus passent globalement sous contrôle arabe, mais les autorités subissent des rébellions dans leur dos qui les empêchent d'aller plus loin. Les habitants du Khourazan, les habitants du Sistan et les habitants de l'actuel Afghanistan sont régulièrement en révolte et parfois, les armées du califat sont trop éloignées pour intervenir. De même, dans les provinces de Syrie et de Palestine, de nombreux chrétiens se révoltent à l'appel de l'Église d'Orient contrôlée directement depuis Constantinople. En fait, si nous avions dit que les premiers califes contrôlaient presque sans peine les territoires conquis, ce n'est plus le cas des Omeyyades dont le pouvoir est fragilisé après les guerres civiles. Les révoltes ne sont pas assez fortes pour créer des séditions, mais elles ont un impact sur la capacité à lever des troupes et à collecter l'impôt. Qu'importe, malgré des difficultés à contrôler ces provinces excentrées, les gouverneurs situés de l'autre côté, en Égypte et en Tripolitaine, semblent avoir plus de chance. Que ce soit pour des raisons militaires afin d'affaiblir Byzance, ou pour simplement s'enrichir en pillant le territoire ennemi, les Arabes s'enfoncent toujours plus loin dans l'Afrique byzantine. En 670 par exemple, une troupe s'avance au cœur de l'actuelle Tunisie et fonde la ville de Kairouan. La base sert d'avant-poste et de quartier général. En 682, les musulmans repartent de l'avant, s'avançant sur plus de 2000 km selon les historiens arabes.
Difficile de vérifier l'information, mais il est dit que l'expédition aurait ravagé les villes de Mauritanie avant de prendre d'assaut la ville de Tingi qui aurait résisté. Aujourd'hui appelée Tanger au Maroc, la cité aurait opposé une féroce résistance, contraignant l'envahisseur à rebrousser chemin. Malheureusement pour eux, en 683, la troupe est surprise par les Berbères qui l'interceptent à Vessera. Là-bas, aux portes de la région des Aurès, une confédération de tribus appelée Zénètes écrase complètement les musulmans. La cité de Kairouan est même capturée par les guerriers. Il faudra attendre l'année 688 pour que les Arabes puissent repartir à l'offensive. Ils prennent alors soin de battre les Berbères à Mama avant de faire le siège sur la ville de Carthage. Mais là encore, ils sont surpris par une expédition amphibie des Romains qui libère la cité et chasse ses occupants vers le sud. Alors, si l'expansion arabe paraissait inarrêtable dans les premiers épisodes, nous voyons que le califat rencontre des difficultés de plus en plus grandes. Des révoltes dans les provinces de l'Est, des soulèvements de chrétiens encouragés par Byzance, de nombreux échecs en Afrique et, comme nous l'avions rappelé, des divisions politiques entre musulmans après 12 ans de guerre civile. En plus, pendant que la fitna faisait rage, les Byzantins sont repartis à l'offensive en Syrie. En 688, ils s'emparent d'Antioche et exigent des conditions de paix humiliantes de la part du calife. Damas devra payer un tribut, donc prélever des impôts sur ses populations, et devra accepter un accord sur la gestion de Chypre, une île stratégique en Méditerranée. Le partage est convenu ainsi: si les musulmans conservent la mainmise politique et militaire de la grande île, Constantinople aura le droit d'y placer ses gouverneurs et ses prêtres. De cette façon, les garnisons seront assurées par les Arabes, mais la population restera dirigée par des chrétiens. Quant aux revenus issus de l'agriculture et du commerce, ils seront partagés de façon équitable entre les deux puissances. Pour les Byzantins, c'est bien sûr un aveu d'échec, puisque le territoire est romain depuis 700 ans, mais dans le même temps, l'accord empêche leur ennemi de se servir de Chypre comme base navale avancée. Dans les années qui suivent, les Omeyyades reprennent l'avantage face aux Romains. Avec la fin de la guerre civile, Damas accède enfin à des ressources immenses qui dépassent de très loin celles de Byzance. Les incursions reprennent le long des monts Taurus. Le calife remporte une grande victoire à Sébastopolis en 692. L'empereur byzantin tente de se venger en perçant le front syrien, mais sa troupe s'enfonce beaucoup trop loin. Lorsqu'elle bat en retraite faute de renfort, les Arabes en profitent pour envahir l'Anatolie et pour piller la région de fond en comble. La Cilicie ainsi que l'Arménie byzantine passent alors sous contrôle musulman. Les Omeyyades préparent même un second siège de Constantinople pour terrasser définitivement leurs voisins. Cette situation désastreuse plonge l'Empire romain dans une crise politique. Dans les palais de la Reine des Villes, chacun s'accuse de porter la responsabilité des échecs militaires. Malgré quelques victoires pendant la deuxième fitna, l'empereur semble désormais incapable de protéger sa population. Conclusion, la reprise de la guerre entre Romains et musulmans nous montre une chose importante. À l'aube d'un nouveau siècle, aucune puissance dans le monde n'est en mesure d'inquiéter le califat des Omeyyades, dont les ressources humaines, financières et matérielles sont absolument gigantesques. La seule chose qui pourrait l'affaiblir, ce sont ses propres fractures internes, car elles créent une fenêtre d'opportunité pour les envahisseurs. Alors, conscient que son empire est encore fragile, Abd al-Malik veut relancer les projets de conquête aux frontières. Dans ce cadre, l'Afrique byzantine apparaît comme une proie facile puisque Constantinople n'aura plus les moyens de la défendre. Quelques tribus berbères tiennent encore la province, mais il ne fait aucun doute, dans l'esprit du calife, que ses armées sauront les manœuvrer facilement. En 698, près de 80 ans après l'apparition de l'islam, le califat des Omeyyades s'apprête à relancer une nouvelle expédition vers l'Afrique. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est que si les Byzantins ont abandonné la région, le territoire de l'Ifriqiya est contrôlé par des tribus berbères qui ne se rendront pas sans combattre. La confédération des Zénètes, notamment, dispose encore d'une armée puissante et est prête à tout pour se défendre. Mieux, elle est dirigée par une reine charismatique appelée Dia, que les Arabes ont surnommée Al-Qaïna, la prophétesse en français. Il semble que l'abnégation et le courage de la Qaïna vont donner du fil à retordre aux conquérants. Avant de poursuivre, posons-nous un instant pour savoir par quel miracle une femme a pu prendre la tête d'une résistance armée à la fin du 7e siècle. À l'époque, en effet, les chefs militaires sont généralement des hommes et la scène politique leur est souvent réservée.
Ce qui a pu changer, selon l'historien français Yves Modérand, c'est que la reine aurait pratiqué la divination au point d'impressionner ses contemporains. On sait, grâce au témoignage du grec Procope, que les Berbères interdisent aux hommes de prédire l'avenir et que cette fonction est uniquement réservée aux femmes. Certaines pourraient entrer dans un état de transe et dans leur vision parapsychique, elles pourraient traduire les messages de l'au-delà en communiquant avec les esprits. Parfois, poursuit le chroniqueur grec, ces tribus les utilisent comme des oracles et basent même leurs relations diplomatiques en fonction des prophéties. La Kaïna aurait donc pu se servir de ses dons, réels ou supposés, pour s'imposer au pouvoir, mais l'Ifriqiya des années 690 est probablement chrétienne, alors que la divination est une pratique païenne. Yves Modérand conclut ainsi: le pouvoir surnaturel de la reine serait peut-être en lien avec une tradition ancienne, tradition, pense-t-il, qui aurait pu reprendre de l'importance pour diverses raisons. Pour avoir une vision d'ensemble, retenons que les Arabes vont tenter pour la 3e fois d'envahir l'Ifriqiya. À cela, il faut ajouter des révoltes d'Africains romanisés contre l'autorité byzantine, ainsi que des conflits internes avec les tribus berbères. Forcément, ces événements jettent la région dans la misère, d'autant plus qu'à l'échelle de la Méditerranée, le conflit global entre le califat et l'Empire romain a diminué l'activité marchande sur la mer. Prenons en compte les nombreuses guerres civiles en Occident que nous avions suivies dans la série dédiée, vous obtenez un contexte politique et financier très difficile pour toutes les populations. Alors, pour la Confédération des Zénètes, qui vit de l'agriculture et du commerce, ces crises exceptionnelles ont pu expliquer l'arrivée au pouvoir d'une prophétesse. La Kaïna pourrait lire l'avenir, utile dans une période troublée. Elle serait aussi la fille d'un ancien roi qui a tenu tête aux Arabes par le passé. À la fois reine et chef de guerre, elle serait donc à la tête de la région montagneuse des Aurès que l'Empire byzantin ne contrôle plus faute de moyens. Difficile de connaître exactement le nombre de troupes qu'elle a pu réunir, les sources arabes ne mentionnent que sa tactique de terre brûlée qu'elle aurait mis en place pour piéger l'envahisseur. Selon les informations disponibles, qui sont assez minces et qui parfois se contredisent, les musulmans auraient marché sur Carthage et auraient repris la ville en 698. Cherchant à éliminer toute menace, le corps expéditionnaire s'enfonce dans les montagnes à la recherche de la prophétesse qui, en retour, aurait fait brûler les environs. Quelles sont vraiment les motivations des Berbères dans cette résistance? Le font-ils uniquement par admiration pour la reine? Si c'est le cas, ont-ils conscience d'affronter un califat immense dont les ressources sont presque infinies? Ou plutôt, est-ce que les guerriers suivent les visions, les divinations, les prophéties de la reine Dia? Est-ce que, comme les historiens du siècle dernier l'auraient pensé, est-ce que la Kaïna joue un rôle similaire à Jeanne d'Arc pour les Français de la guerre de 100 ans? Au vu de l'état des sources, c'est impossible de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que la reine se déplace avec une statue en bois, peut-être une idole ou une Vierge Marie, et qu'elle déploie une grande énergie pour motiver ses troupes. Quand les Arabes s'approchent un peu trop près, les Berbères les affrontent avec courage et leur infligent une défaite humiliante. Dans la bataille des Chameaux, au cœur de la région des Aurès, la Kaïna atteint le sommet de sa gloire et contraint l'envahisseur à rebrousser chemin jusqu'en Tripolitaine. Après ce nouvel échec, le 3e en moins de 40 ans, les musulmans n'ont plus le choix. Pour effacer cette déconvenue, le calife doit réunir une nouvelle armée, encore une, et relancer une expédition pour la 4e fois. Pendant ce temps, la Confédération des Zénètes prend le contrôle de l'Ifriqiya tout entière et s'étend sûrement sur toute la Tunisie actuelle en plus de l'est de l'Algérie. Malheureusement pour la reine, il est assez probable que dans les grandes cités, les Africains romanisés n'acceptent pas la domination berbère dont les us et les coutumes sont très différents de ceux des latins. Ces frictions sont en fait une chance pour les Arabes. En 701 ou 702, les troupes de la Kaïna affrontent l'envahisseur à Tabarka, à la frontière entre l'Ifriqiya et le califat. La bataille aurait été sanglante, mais aurait tourné au désavantage de la reine. La Kaïna aurait alors perdu la vie, conduisant son pouvoir et son royaume à s'effondrer comme un château de cartes. Les Omeyyades s'avancent enfin dans la région et capturent une nouvelle fois la ville de Carthage. Les Africains, semble-t-il, ne s'opposent pas à leur prise de contrôle. Pour des populations qui sont en guerre quasi continuelle depuis 50 ans, peut-être que l'intégration dans le califat signifie le retour de la paix. Tant mieux pour les Arabes qui en profitent pour avancer, leurs soldats s'avancent presque sans difficulté jusqu'à Tanger et s'emparent de toutes les côtes. Au tout début du 8e siècle, les Omeyyades ont donc pris pied sur toute la partie sud de la Méditerranée. Par opposition au Mashrek, les territoires de l'Est, la région située entre le Sinaï et l'Atlantique est appelée le Maghreb, qui signifie les territoires de l'Ouest. Mis à part l'Égypte et la Tripolitaine, de nouvelles provinces y sont créées par Damas.
l'Ifriqiya, dont la capitale est à Kairouan, et le Maghreb al-Aqsa, le pays du couchant lointain, dont la capitale est à Tanger. Reste à savoir maintenant si les conquérants pourront s'entendre avec les Berbères, dont seulement une partie a été vaincue. Les musulmans vont-ils réussir à coexister, comme les Byzantins l'ont fait avant eux? Vont-ils convaincre les chefs de tribus de se convertir à l'islam et ainsi disposer de nouvelles troupes dans la région? L'Hispanie ne le sait pas encore, mais elle devra subir une invasion de Berbères islamisés.